Je voudrais par ailleurs renouveler mes remerciements, les remerciements du PDCI-RDA, du président Cheikh Tidiane Thiam et de la haute direction du parti pour votre constante sollicitude en ce qui concerne nos appels. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, à quelques mois des futures élections présidentielles qui sont prévues pour le mois d'octobre 2025, chaque parti politique et futur candidat se prépare pour solliciter le suffrage des Ivoiriens. Le PDCI-RDA va à ces élections, il ira donc à ces élections, à partir de deux piliers essentiels pour lui-même. Le premier pilier, c'est son bilan de 1960 à 1999. Premier pilier du PDCI-RDA. Le deuxième pilier, ce sont ses engagements vis-à-vis du peuple ivoirien, ses nouveaux engagements. Je voudrais, qu'en ce qui concerne la gestion du PDCI-RDA, son bilan, il est connu de tous. Mais nous y reviendrons au besoin, le moment venu. Les engagements nouveaux du PDCI-RDA vont être le prolongement de nos actions passées et seront très bientôt connus, tenant compte de l'état où se trouve notre pays actuellement. Au niveau du PDCI-RDA, les activités ont atteint un niveau d'accélération assez élevé. Plusieurs chantiers sont ouverts sous l'égide du président Tidiane Thiam. On va citer quelques-uns. Les adhésions se poursuivent. Au moment où je vous parle, depuis que les adhésions ont commencé, nous sommes à 19 809 nouveaux militants qui ont obtenu leur carte PDCI-RDA depuis le début de cette activité. 19 000. Le président du parti a procédé à une réorganisation du management de la direction du parti en y ajoutant les hauts représentants, selon le découpage des districts, plus la diaspora. Cela donne des fonctions nouvelles au cadre du parti. Ce découpage entraîne une revitalisation des activités au niveau de la base. Le parti a par ailleurs initié une activité d'évaluation de notre personnel politique. Actuellement sur le terrain, il y a une évaluation. Une des activités phares du président a été le démarrage de cette tournée à l'intérieur du pays, dans les districts. Ces tournées ont commencé par la Nawa le 22 juin 2024. Ce fut une grande réussite, avec beaucoup de leçons apprises. Nous y reviendrons si vous voulez bien. Notre dernière mission avec l'autorisation du président du parti à Paris est suivie par celle du vice-président Kra qui est actuellement à Paris. À l'issue de cette mission du vice-président Kwame Kra, d'importantes décisions seront prises au niveau de la diaspora par le président du parti. Le PDCI-RDA a commencé l'actualisation de son programme de gouvernement. Ce volet actualisation est piloté par le vice-président Kosi Benjo. Sur ce volet, le PDCI-RDA s'appuiera sur l'état de la nation tel que nous le livre le RDR. Je dis bien le RDR. En effet, le RDR, qui dirige notre pays depuis 2011, nous laisse un bilan sombre quant à l'impact de sa gouvernance sur notre pays, sur les Ivoiriens, sur notre environnement et sur nos ressources naturelles. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, après mon discours liminaire, je me prêterai à répondre à vos questions. Mais d'abord, on se pose ensemble une question commune. Quel est l'état de notre nation après 12 ans de gestion du RDR? On me pose souvent la question pourquoi j'ai dit le RDR. Parce que vous savez qu'une structure s'appelle le RHDP. Et le RHDP, quand vous regardez, vous savez notre logo. Pour nous, tant que le logo du PDCI sera dans une autre structure, ce ne sera pas une structure reconnue par le PDCI-RDA. Nous y reviendrons. Le RDR avait promis en 2010 qu'il ferait disparaître la pauvreté en seulement 5 ans, selon leur slogan de campagne. Ne donnez pas votre voix à la pauvreté. Donnez-moi 5 ans et je change votre vie. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter.
Aujourd'hui, après 12 ans de gestion, la pauvreté vit avec de nombreux de nos concitoyens comme leur ombre. Elle est durablement collée à eux. En effet, 4 Ivoiriens sur 10 vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ça veut dire quoi? Quand on parle ça, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? On dit quelqu'un qui vit sous le seuil de la pauvreté a moins de 500 francs CFA par jour. C'est-à-dire, tu peux avoir 2 francs, 3 francs, au maximum 500 francs par jour. Quand vous calculez, vous avez à peu près 150 000 francs CFA par an. C'est ce que les riches du RDR, là, et ils prennent pour acheter Bofloto. Ils ne mangent même pas Bofloto pour faire leur saraka. Donc c'est le problème de la pauvreté. 4 Ivoiriens sur 10. Ne donnez pas votre voix à la corruption, avait-il suscité. Aujourd'hui, notre administration et les structures publiques riment avec les détournements et la mauvaise gestion des deniers publics. Il ne se passe pas des jours où des cas de mauvaise gestion et de détournement ne soient relevés. Le détournement dans les services de l'État se pratique en mode de tontine. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi, après on change, on s'en va se reposer, on revient et rebelote. Voilà comment le résumé s'est fait ici. Le RDA a promis de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Vrai ou faux? Nous sommes en 2024 et on n'en parle plus. Il a promis de mettre en œuvre une politique qui permettra à chaque Ivoirien d'avoir un habitat dont il pourra solder l'achat sur plusieurs années. Chaque Ivoirien peut aujourd'hui se faire son propre bilan sur cette promesse. Vrai ou faux? Ce n'est pas à moi de le dire. Ils verront bien que les promesses et les engagements sont deux choses. En faisant l'état des structures sanitaires, de l'éducation de nos enfants, notamment dans les structures publiques, nos compatriotes peuvent constater que loin sont les promesses qui nous ont été faites à ce niveau. Les Ivoiriens vivent-ils mieux en 2024 qu'au moment où le PDCI était au pouvoir? C'est la question que nous allons poser à chaque Ivoirien. Et à cette question, chaque habitant de ce pays, de notre pays, doit répondre en 2025. La réponse à cette question est résumée par l'indice de développement humain, l'IDH, qui fait couler tant d'encre et de salive. L'IDH nous indique que la qualité et le niveau de vie des Ivoiriens ont régressé. En comparant l'IDH de notre pays à celui des autres êtres vivants dans le monde, notre rang qui était au pire des cas 125e sous le régime PDCI-RDA a régressé pour se situer à 159e, puis chuter encore à 166e à cause de la gestion du RDA. Alors faut-il continuer avec un système actuel ou changer? Les Ivoiriens auront besoin de changer. Et on change avec celui qui peut le mieux. On changera donc en 2025 avec le PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, depuis 2014, par la loi 2014-131-131 du 24 mars 2014, le gouvernement du RDA a institué la couverture maladie universelle, CMU. Nous allons y revenir, mais je voulais certainement vous dire que cette CMU est un régime obligatoire de protection contre les risques de maladie au profit de toutes les personnes résidant sur le territoire ivoirien. Elle est entrée en vigueur dans sa phase de généralisation depuis octobre 2019. Après 5 ans de mise en œuvre de la CMU, qu'en en est le bilan selon les experts du PDCI-RDA? Pour les experts du PDCI-RDA, la CMU se solde actuellement avec un cuisant échec. L'État a quand même investi près de 57,5 milliards de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire dans cette opération.
Je pense que le PDCI-RD va en faire une activité principale parce que le président du parti tient au capital humain et pour ceux qui connaissent son passé, il était à Prudential qui était une référence mondiale en termes d'assurance. Il va donner les modalités pour que les Ivoiriens puissent véritablement se faire couvrir par une maladie, par une assurance, sans que ça soit du leur. Le RDR estimait la dette de la Côte d'Ivoire de vertigineuse quand elle était à 6 000 milliards. En lieu et place, c'est une multiplication de cette dette par 5, voire 6, que le gouvernement RDR nous présente actuellement. Mon frère député produit à l'Assemblée, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus de 30 000 milliards de dettes. Et cette dette continue de s'accroître chaque année. Pendant qu'on disait que 6 000 milliards, c'était du jamais vu. Aujourd'hui, plus de 30 000 milliards est devenu le quotidien des Ivoiriens, avec un accroissement annuel entre 3 000 et 5 000 milliards de dettes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Mesdames et messieurs, retenez que depuis 2011, que le gouvernement RDA est en place, ils ont sont octroyé un budget global, c'est-à-dire qu'on fait le budget de 2011 à 2024, de 100 375 milliards, 188 millions, 554 051 francs CFA qu'ils ont pris comme budget. Malgré ça, ils nous laissent 30 000 milliards de dettes. Ce budget, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans la loi de finances, les différentes lois de finances. Quand on regarde le premier mandat, de 2011 à 2015, c'est 17 000 milliards, 17 millions 153 000, non, c'est 17 000 milliards, 153 millions, 892 111 francs. Premier mandat. Deuxième mandat, 36 858 milliards, 953 millions, 606 327 francs. Troisième mandat qui est en cours là, on n'est pas encore arrivé à la fin. Déjà, on a 46 489 milliards, 81 millions, 5 553 francs. Voilà les différents montants. Ce n'est pas moi qui les vante, c'est dans les différentes lois de finances. Ça fait un total de 100 365 milliards, 188 millions, 504 051 francs qu'ils ont pris pour dire qu'ils vont prendre pour développer le pays. Voyez-vous, on a fait ça, ils ont engrangé, du jamais vu dans notre pays. Et vous savez que, selon le ministre des Finances lui-même, l'exécution des taux des marchés publics, on ressort, selon le ministre des Finances, 14,8% de gré à gré. Ça fait 15% moins. De gré à gré. Ça dit, al-baraka entre nous. Et vous savez que le gré à gré, c'est un arrangement qui ne tient pas compte de rien. Donc déjà, dans nos 30 000 milliards de dettes, on suppose que c'est de la partie investissement. C'est à peu près 4 500 milliards qui ont été octroyés de gré à gré que nous allons payer. Nos enfants vont payer. Nos petits-enfants vont payer. Voilà donc le bilan du RDR. Une partie. Le RDR, voilà ce qu'il nous laisse. En ce qui concerne nos ressources, nos experts du PDCI m'ont fait le point. Il faut rappeler à nos compatriotes qu'en lien avec leurs résultats, le RDA a échoué dans les négociations de partage dans les ressources pétrolières entre le Ghana et notre pays en 2013. On n'en parle pas souvent. On avait un contentieux de partage de ressources pétrolières entre le Ghana et nous. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils ont des connaissances internationales, ils ont pris des avocats. On est parti,
On est sorti bidé. En dépit des centaines de millions de francs CFA engloutis dans ces négociations en 2013, le pays a subi un échec cuisant. Notre pays, par l'inefficacité des négociateurs du RDR, a perdu d'importantes ressources naturelles et financières. Ce qui est incompréhensible, c'est que le régime RDR n'a donné aucune explication au peuple ivoirien, ni à travers sa représentation nationale, ni à travers un contact direct. C'est quand même important. Et ça passe sur cela. Nos experts sont en train de travailler sur ce dossier-là. De temps en temps, je vais en prendre, puis je vous livre. Pourquoi on a échoué? Comment se fait-il qu'on est parti à la Cour internationale des trucs maritimes et on a pris des avocats, on a payé l'argent? Si on estime que ce n'était pas pour nous, alors pourquoi aller négocier? Si on estime qu'on ne va pas négocier, c'est qu'on pense qu'on a une part. Et si on est parti, on n'a rien eu dedans. On n'a pas eu une petite partie. Ça fait partie du bilan du RDR. Notre environnement n'a jamais été autant pollué que sous le régime RDR. Les derniers drames survenus à l'ouest du pays en témoignent éloquemment. Ce n'est pas moi qui le dis. Au moment où le PDCI-RDR avait sonné l'alerte par le président Henri Konan Bédié, les responsables du RDR, comme à leur habitude, ont déplacé le problème sur le terrain de l'ivoirité. Et aujourd'hui, on vit, comme tout le monde le voit, nos eaux sont polluées, nos terres sont polluées, l'orpaillage clandestin a pris partout, les pollutions partout, les produits chimiques partout, les produits agrochimiques. Vous les retrouvez sur tous les marchés du village. Il y a une image que quelqu'un m'a envoyée d'une femme qui va au champ avec son bébé au dos, très amaigri, sa cuvette sur la tête, avec un pulvérisateur de produits chimiques à côté de son baka qui est même là, pour aller manger au champ. Cette éducation que nous faisions au PDCI-RDA n'existe plus et les gens se meurent. On voit les cancers pour les enfants de 5 ans partout. Ce sont les conséquences. Le RDA a promis une meilleure répartition des ressources des matières premières agricoles en octroyant 60% du prix CAF aux producteurs. Le cas le plus emblématique est celui de l'anacarde. Au cours de la réunion du 20 février 2024, qui a permis de fixer le prix de l'anacarde en cours, le prix CAF annoncé était de 623 francs CFA. Mais les producteurs ont 275 francs. Est-ce que cela reprend 60%? Non. Les producteurs d'anacarde aujourd'hui ont vu leurs produits Borchamp, le prix de 345 à 305 et 275. Chaque année, ça diminue. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'anacarde. C'est un arbre fruitier pyrorésistant qui a été introduit dans la savane de Côte d'Ivoire pour faire barrage à la savanisation de notre espace ivoirien. Parce que pendant la saison sèche, quand il y a le feu, c'est un arbre qui repousse de par lui-même. Après, on a découvert qu'en Inde et au Vietnam, la noix était consommée. Il y a la pomme puis la noix. C'est ainsi que le président Bédié, en son temps, ministre de l'économie et des finances, a dit qu'il fallait valoriser ça ici. Il avait créé 2 structures. Savane Nord pour la production et Savane Industrie pour la transformation. Malheureusement, en 1977, il a quitté le gouvernement, voilà la Banque mondiale. Et quand il est revenu en 1993, il a mis un programme de relance. On est parti de 13 000 tonnes à près de 300-400 000 tonnes quand il quittait le gouvernement. Ça, c'est Bédié. J'ai dit ça pour les jeunes gens. Parce que les gens racontent des choses comme si c'est venu du ciel. En ce qui concerne le cacao, jamais dans l'histoire récente, l'offre de prix n'a atteint un niveau aussi élevé sur le marché international. Jamais. Mon collègue est là, on a dû batailler pour qu'on passe le prix de 1000 francs à 1500 francs. Si le PDCI-RDA était au pouvoir, dans le contexte actuel, j'entends des gens gesticuler, c'est pas PDCI,
Moi, j'ai été porte-parole du Bédier le dernier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui l'ont trahi là, il m'a dit comment ils l'ont trahi. Ils sont partis là. Leur secret là, Bédier m'a dit qu'il faut faire attention. Parce que chez nous au village, on dit il y a le sang dans le corps et on laisse pour cracher la salive. Donc il faut faire attention. Le président Bédier m'a dit beaucoup de choses, mais je garde pour moi. Il ne m'a pas dit à moi seul, hein, à 2 personnes. Mais donc le RDA aujourd'hui est incapable de respecter ses promesses vis-à-vis des producteurs. On dit que les producteurs se réunissent pour payer 50 millions. Et puis après ils se battent pour l'argent que vous leur avez distribué. Il ne faut pas nous prendre pour des enfants. Aujourd'hui, avec tout cela, le pouvoir des RDA n'est plus crédible. Au niveau de notre agro-industrie, le secteur du sucre et le secteur du palmier à huile, en termes de transformation, sont sérieusement ébranlés. Nous allons y revenir dans notre programme de gouvernement. Au niveau du palmier à huile, les grandes agro-industries, on a distribué des petits, comment on appelle, attestations d'autorisation d'installation des micro-usines, et les gens ne payent pas le prix aux choses. Ça fait que ça pose un problème. La sémence germée qui était le fleuron de la Côte d'Ivoire, elle est passée de 80 000 francs CFA à 140 000 francs pour les producteurs. Et pire, on a autorisé même des structures extérieures à venir vendre la sémence en concurrence de nos structures de recherche. Ça fait qu'aujourd'hui, le CNRA est déficitaire de 3 milliards de francs CFA. Quand on a fait le bilan du CNRA, c'est 3 milliards. Pas moi qui le dis. Dans le secteur du sucre, bon, je ne vais pas trop revenir dessus, les spécialistes vont en parler. Et l'huile de palme, c'est pareil. Le fleuron de la transformation des graines de coton, ça, je vais vous dire, avant, quand on était à Boaké, il y avait 3 symboles importants. Quand tu vas en Boaké, on dit CIDT, coton. Boaké, on dit Gonfreville. Boaké, on dit Trituraf. Voilà les grands symboles de Boaké. En dehors de leur piscine, des football, etc. En matière d'agro-industrie. Voilà les 3. C'est-à-dire CIDT, Trituraf et Gonfreville. Le fleuron de la transformation de la graine de coton qui faisait une plus-value, on transformait ça en huile, qu'on appelait ça, je crois, éclat d'or. On faisait du savon avec l'usine Trituraf. Cette usine est détruite par les rapaces économiques. Il n'y a plus de Trituraf à Boaké. Pourquoi? Parce que la rébellion avait attaqué ça. La reprise de l'usine, qui était quasi abandonnée à cause de la rébellion, parce que les gens oublient que dans notre histoire récente, il y a eu une rébellion, et que certains qui sont là-bas aujourd'hui étaient les acteurs de cette rébellion, de par leur visage et par leurs actes. La reprise de l'usine quasi à l'abandon à cause de la rébellion a été trahie par manque d'approvisionnement de grains de coton. Un opérateur a repris ça. Et il fallait donc lui donner les graines de coton. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, le coton, là, c'est comme à peu près là. Il y a la partie fibre et la partie graine. La partie fibre et la partie graine sont séparées mécaniquement, ce qu'on appelle les usines d'égrainage. Et la fibre va pour le secteur textile. Et la graine qu'on jetait avant, elle sert à deux choses. Une partie directement pour la production animale, une partie qui est transformée pour sortir l'huile et pour pouvoir aller faire de l'huile et du savon. Et la coque qui est faite, ça sert à l'alimentation du bétail et des volailles. C'était le rôle de l'usine. Donc l'usine, quand elle a repris, les gens, au lieu de donner, alors que le gouvernement avait donné son accord pour fournir à l'huile, à cela, les gens sont partagés les marchés pour aller vendre dans les marchés. Moi, je prends 5000 tonnes, 2000 tonnes de graines. Donc je prends, si on dit c'est 10 francs ici, moi je vais vendre ça à 15 francs. Et puis j'ai l'argent. L'usine a eu des difficultés. Certains hommes puissants ont bénéficié donc des contrats et l'usine a eu des difficultés. L'usine n'a pas été opérationnelle. Ce sont donc, après ça, c'est près de 650 familles qui sont réduites à la pauvreté et à la misère. Ça ne les intéresse pas.
Puis, la société a été étranglée par une affaire de justice sans recours. Notre industrie d'huile de coton a ainsi disparu. Aujourd'hui, à la faveur de funérailles de la maman de Blessy, je voulais y passer. J'ai trouvé que là-bas, c'est devenu des magasins dans la canne. Voilà comment les gens sont matraqués et matraquent notre agro-industrie. Et cela sous le regard indifférent de l'État. Alors qu'on parle de création d'emplois et de réduction de pauvreté. Une structure qui peut donner des emplois. Quand on prend ce secteur-là, de transformation du coton, le transport seulement des graines, c'est près de 4 000 milliards de chiffre d'affaires. 4 milliards de chiffre d'affaires. Le transport pour aller prendre dans les usines, venir là, 4 milliards de chiffre d'affaires. Et ils ont laissé mourir avec comme on appelle, une saga politico-économique de trainerie. Ils vont attaquer d'autres secteurs. L'accès au logement social, nous l'avons maintes fois décrié ici, est devenu un lointain souvenir sous le régime du RDR. À part quelques scènes théâtrales, dépose de premières pierres. En fin de mandat et de règne, le bon sens commande qu'on procède à des inaugurations plutôt qu'à des cérémonies de pose de premières pierres. Face donc à cette déroute dans les secteurs clés de la vie de notre pays, les responsables du RDR font la digression pour parler du tribalisme. Voilà la raison. Comme ils savent qu'ils ont échoué, que les Ivoiriens savent aujourd'hui qu'il y a eu de l'argent. Je vous ai parlé de 100 000, 365 milliards, 1000 milliards qu'on a pris de nos ressources pour gérer. Et toi, aujourd'hui, tu sens que tu ne bénéficies de rien. Tu es pauvre. Tu ne peux pas bien te soigner, tu ne peux pas bien manger. Ton environnement est pollué. Quand il pleut, tu es inondé. Le transport est cher, l'aliment est cher, l'essence est cher. Alors, pour ne pas qu'on en parle, il parle de tribalisme, pourquoi on oublie ça? Mais moi, je viens pour parler de ça, pour que vous sachiez. Voilà pourquoi il parle de tribalisme. La deuxième raison, je vais vous dire ça tout à l'heure. Le jeu sur lequel ils ont surfé pour instrumentaliser une partie de notre peuple, c'est sur ça. En regardant la pratique de la gestion du pouvoir du RDR, on a érigé le rattrapage en instrument de gestion de notre administration et de la chose publique. Tous les Ivoiriens savent ça aujourd'hui. Même ceux qui en bénéficient ont honte. Ainsi donc, le mercredi 17 juillet 2024, le porte-parole adjoint du RDR, vous l'avez entendu, j'étais en France, le RDR est devenu le Bernard l'Ermite RHDP. Bernard l'Ermite, c'est une crustacée qui n'a pas de coquille. Et quand elle se promène, quand elle voit les coquilles vides, elle s'y incruste et elle se déplace avec ça. Tu vas penser que c'est l'animal originel. C'est comme ça le RDR qui est devenu RHDP, c'est un Bernard l'Ermite. Le porte-parole adjoint du RDR donc s'est étalé en spectacle désolant en accusant le PDCI et son président de tribalisme au motif que le président Thiam a réuni ses parents pour avoir leur bénédiction avant d'aller à un meeting de Soubré. Pour rappel, au RDR, avant le soutien apporté au RDR pour le deuxième tour de 2010 du président du RDR, le président Bédi a réuni ses parents baoulés à Yamoussoukro pour avoir leur bénédiction. À l'issue de cette rencontre, le candidat du RDR avait eu un nom baoulé de baptême à Languessan. En ce moment-là, ce n'était pas du tribalisme. Ce n'était pas moi qui le dis, tout le monde est témoin. En ce moment-là, le porte-parole adjoint du RDR, là, il était où? Peut-être qu'il était en train de porter le micro de quelqu'un. Il était où? Pourquoi n'avait-il pas dit le RDR que c'est du tribalisme? Je ne vais pas. Et il a même accepté le nom à Languessan. À moins qu'on soit un enfant de la rue, toute personne bien élevée doit solliciter la bénédiction de ses parents avant d'entreprendre toute action importante. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous a appris. Moi, je suis musulman, aïe, mes musulmans. Voilà la Mecque là, où on va voir Dieu là. Normalement, pour aller, on se va voir Dieu, pas besoin.
Mais on va demander permission et bénéficier de nos parents pour aller, pour qu'ils prient pour nous. Même quand on va voir Dieu, a fortiori quand ça va mener une action dont on a besoin de tirer les fruits pour tout le monde. Donc le président Thiam, c'est ce que le président Thiam a fait. Un enfant bien élevé. Vous savez ce que vous ne savez pas du président Thiam? C'est le dernier fils de sa maman. Comme les gens disent souvent, le lagaré. Et il était à côté de sa maman, portait le sac de sa maman pour aller au marché. Les enfants attachés à leur maman, c'est des enfants bénis. Et c'est pourquoi, bien élevé, il n'est pas un enfant de la rue. Il a pensé qu'il fallait avoir la bénédiction de ses parents pour aller. Ceux qui ne veulent pas faire cela, ça c'est leur problème. Et le président Thiam l'a fait. Tribaliste parce que le président Thiam a fredonné une chanson du reste populaire en baoulé. Je voudrais demander au porte-parole adjoint du RDR qu'aucune règle de la République ne l'interdit d'ailleurs, qu'on chante dans une langue locale au cours d'une cérémonie. Mais c'est la raison pour laquelle plusieurs personnalités du RDR le font dans leur ethnie. On a vu sur les réseaux, on a même fait la VAR, c'est enchanté. D'ailleurs, je peux vous dire qu'en politique, c'est important. Pour le moment, peut-être plus tard, ça va changer. Quand vous devez demander les suffrages de vos parents et que vous parlez la langue locale et que vous vous exprimez, c'est un point de plus. N'est-ce pas? Moi, je peux vous témoigner. Dans ma circonscription, quand je fais campagne, puisque j'ai la chance, la plupart des gens parlent ma langue locale, malgré le mélange, je parle en Aïn. J'arrive à Kofi Badoukoro, un village frontalier où on parle anglais. Je parle anglais, je fais campagne en anglais. Ah oui. En Ashanti, en Abron, quand c'est nécessaire. Alors où est le problème? Il le fait, et puis c'est une chanson populaire. Mais la chanson de Rosine Layo, Mourofarina, c'est pas un gula ça. Nous on ne chante pas ça. Quand on fait les meetings, c'est ça même qui galvanise. Le fait de chanter ça là, est-ce qu'on est tribaliste? Il y avait une autre chanteuse, Mawa Traoré. Comment on appelle sa chanson là même? Elle a une chanson qu'on chante. Alors si, et quand on exprime cela, des gens qui ne connaissent pas l'histoire du pays, qui ne connaissent pas le pays, ils passent du tribalisme. Non. Quand on a fait le concours par Benson, Charles Taï Benson, en 66, pour chercher le meilleur, soyez bénis. Sixième sillon. Mais la dame, notre chanteuse, Ala Thérèse, soyez bénis. Et comment on appelle c'était Yao, avec ses enfants là. Jean-Baptiste et ses enfants. Soyez bénis. Mais les refrains, Yedawasi et Nana Oufou. Tout le monde a chanté ici. C'est du tribalisme? Non. Il faut que les gens arrêtent. Donc, mais cela est différent du cas de Cissé Bakongo, Didier Ambié Tekling. Ça, c'est de l'exclusion. Là, il n'en a pas parlé. D'ailleurs, il était à ses côtés. J'en avais parlé ici. Mais l'autre raison que les gens ne voient pas qui est politique et stratégique pour lequel le porte-parole adjoint fait ça, c'est pour nous amener, nous aussi, à insulter leur chef. Quand on va le faire, on va dire atteinte à l'honorabilité du patron, atteinte à... Et puis ils vont nous arrêter, ils vont nous construire, puis on ne pourra plus parler. C'est leur stratégie. Vous vous rappelez quand je suis allé sur NCI, ils ont envoyé Gwali Dodo. C'était l'objectif de m'amener à insulter. Comme ça, on va dire non, atteinte à l'honorabilité du chef, etc., etc. Et puis bon, je vais avoir une affaire judiciaire, et puis ils vont boucler ma bouche. Donc leur objectif c'est ça, mais nous on ne va pas aller là-bas. C'est pourquoi j'ai commencé mon exposé par faire leur bilan. Nous on va parler de leur bilan. On n'est pas dans les insultes. Et notre président nous a dit, pas d'invective, etc. On ne va pas le faire. Mais on va leur rappeler que le RDR, après avoir perdu la bataille de la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire,
celle de l'amélioration de la qualité de vie de nos compatriotes, celle de la lutte contre la corruption. Le RDA dit veut nous ramener les vieux démons de la division pour justifier ce qu'ils savent faire le mieux, la violence et la rébellion. Voilà. Ils veulent nous amener à cela. Comme ils savent qu'on va faire des élections transparentes, on va les battre, ils veulent créer la violence et la rébellion. Et donc ils vont créer des problèmes qui vont nous diviser. Nous invitons donc tous les Ivoiriens à ne pas les suivre cette fois-ci. Allons aux élections transparentes pour amener le PDCI au pouvoir en 2025. Pour le progrès de tous et le bonheur pour chacun. Vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire. Si vous plantez le coton dans votre jardin, là, il peut rester des années. Mais dans ce cas-là, chaque année, on renouvelle à coup des graines. On donne les graines gratuitement. Les semences, on les produisait gratuitement en autre temps. Maintenant, on les achète. Et puis, il produit, il fait des fleurs. Ces fleurs produisent en fibres et en graines. Donc, les fibres, là, on les sépare des graines dans une industrie mécanique. Et les fibres vont pour le textile, côté textile, ça là, c'est le coton dedans. Et puis après la graine, avant de donner ça, les animaux broutaient ça. Ils mangeaient ça gratuitement pour en faire tirer les protéines. Mais dans cette protéine, il y a de l'huile. Il y a un rapport protéine-huile. Donc l'industrie transforme les graines pour sortir l'huile et une partie de l'huile va pour faire tout ce qui est savonisation, qui donne le savon, une partie pour l'huile de table et une partie, les coques et le fil qui enlèvent là, on prend pour aller dans l'alimentation du bétail. Et il y a une partie qu'on appelle le gossipol qui est toxique pour les humains, mais que certains animaux peuvent digérer ça. Ils ont une structure naturelle. Le CNRA en son temps, le CNRA avait créé donc le coton sans gossipol. Bon, ça on ne va pas revenir là-dessus. Donc voilà comment ça fonctionne. Et le PDCI RDA en son temps avait estimé qu'il fallait que la filière aille très loin. La première chose, il faut rappeler, ça a été une plante introduite dans la zone savane au temps du président Oufoué par Abdoulaye Sawadougou, Bédié et Mohamed Diawara, qui a estimé qu'il fallait trouver une plante dynamique dans la zone de savane. Et pour ce faire, on avait financé entièrement les défrichements, la distribution des semences, la subvention des engrais, des pesticides, financés avec le financement de la caisse de stabilisation, c'est-à-dire café, cacao et bois. Et donc, il fallait que cette filière-là aille plus loin. Et la structure qui était là, qui faisait ça, on appelait ça triturave. Triturer, c'est ça. Malheureusement, au cours de la rébellion, vous savez, beaucoup de choses ont été détruites. Et après, il fallait reprendre. Une structure privée avec des capitaux ivoiriens, capitaux français, a repris ça. Mais quand la structure s'installe, quand une usine s'installe, elle a ce qu'on appelle un seuil minimal par lequel elle est rentable. Donc il lui fallait un minimum de coton graine pour pouvoir tourner. Je crois qu'il fallait 200 000 tonnes. Mais pendant ce temps, il y avait des problèmes dans les pays voisins et les gens achetaient la graine pour nourrir les animaux dans la zone des savanes. Et les gens n'ayant pas suffisamment de graines avec de la sécheresse, donnaient des offres plus élevées sur le kilogramme de coton, de la graine de coton, et les uns sont partagés le marché. La structure qui était là n'a donc pas pu suffisamment avoir de graines pour fonctionner. Elle avait donc eu des problèmes avec sa banque, parce qu'elle avait pris la banque pour financer, pour investir. Et c'est rentré dans un programme d'imbroglio, des banques, etc., etc. Et la structure a des difficultés aujourd'hui. Et je vais parler loin, comme c'est une affaire de justice, c'est en justice. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Moi, je pense que comme on l'a fait, vous vous rappelez, en son temps, quand on a une structure qui permet de créer des emplois, 650 familles avec chose, mais on pense que l'État ivoirien doit éviter qu'on fasse cette comment on appelle, diversion. Le député est là. Nous avons voté une loi à l'Assemblée qui interdit d'exporter les produits agricoles qui sont réglementés. On vient d'interdire l'exportation des fonds de tasse pour protéger les industries. Pourquoi on autorise l'exportation des graines pour tuer notre usine? Voilà. On exporte aujourd'hui, il y a une loi qui interdit l'exportation des fonds de tasse pour permettre aux usines de transformer les fonds de tasse sur place, créer des emplois, payer des impôts et puis réduire la pauvreté.
Donc si nous venons au pouvoir, si demain on est au pouvoir, là, on va régler ce problème-là dans les 24 heures. Parce que c'est un problème juridique qui est lié au fait que l'usine n'a pas pu fonctionner. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour que les Ivoiriens puissent avoir des emplois. Si nous voulons encourager les Ivoiriens de la diaspora à venir investir et que dès qu'ils arrivent à petites difficultés, on les laisse et puis ils perdent tout, mais qui va venir encore investir dans ce pays-là? Voilà. Donc moi je pense que nous, notre solution, je pense même qu'il ne faut pas même attendre qu'on vienne même. Le gouvernement doit régler ce problème-là. Voilà. Puisque quand ça marche, ça va avoir un impact sur la capacité de ces industriels-là à payer plus élevé les fibres de coton qui, elles, vont directement dans les poches des paysans. Les paysans peuvent s'organiser pour eux-mêmes vendre leurs grains de coton à l'usine qui va leur faire une plus-value. En plus du prix de la fibre, ils vont avoir une plus-value sur la graine. Donc voilà ma position là-dessus. On peut y revenir, mais nos experts peuvent y revenir. Voilà la situation. Donc j'attire l'attention de tous que le cas que nous avons vécu là doit servir de leçon aux autres. Il ne faut pas qu'on ne veut pas d'interdire les fonds d'État pour protéger les usines et on a créé une situation où on a détruit l'usine là-bas. Or, l'objectif du coton et de ces industries, c'était pour permettre à nos frères qui sont dans la zone des savanes de pouvoir avoir des structures installées là-bas pour créer de l'emploi. Le président Houphouët-Boigny avait dit c'est pour empêcher nos frères des zones du Nord pour avoir la démangeaison du départ. Et aujourd'hui, les gens sont en train de traverser la Méditerranée alors qu'on a des possibilités de les maintenir ici. Ça c'est le rôle du lait. Un État, c'est son rôle, ça. Un État, c'est l'équité. Quand il y a une injustice quelque part, l'État doit pouvoir permettre l'industrie de faire au bénéfice des Ivoiriens. Donc voilà ce que nous on pense de ça. La différence se joue du président en France. Mais le président, est-ce qu'il n'y a pas dans la Constitution, nous, à l'Assemblée, hein, il n'est pas dit que le président a un nombre limité de voyages à l'étranger? Ah nous, on est légaliste. Le président de la République, même quand il est à l'étranger, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Il travaille pour le pays. En tout cas, c'est ce que nous on pense. Donc, il s'en va. Il travaille pour le pays. Peut-être qu'il est parti pour les Jeux Olympiques, hein, où on a vu ça. Tout dernièrement, d'ailleurs, il faut féliciter. Moi, j'étais en France. Quand on est arrivé le 14 juillet, ici, on a vu qu'il y a un de nos capitaines qui a défilé là-bas. D'ailleurs, je rappelle que le président Tidjane Thiam a défilé en portant le drapeau français parce qu'il était major de la promotion des polytechniques, ceux qui portent le drapeau. Voilà. Qui en Côte d'Ivoire a porté le drapeau parce qu'il est major de la promotion polytechnique? Donc, moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, en PDCI, on a les fleurons. On est toujours premier avant les autres. Ou FS, voilà. Maintenant, concernant la question du capitaine Traoré, voyez-vous, moi je suis un porte-parole. Et pour ceux qui me suivent, j'ai dit ici que le président Bédié, qui a été le premier à me donner porte-parole, m'avait dit ceci. Soumaïla, c'est comme ça qu'il m'appelait. Ce qui relève de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères, cela est exclusif de la souveraineté du chef de l'État. Il faut faire très attention. Et vous voyez que quand il y a eu le problème du Mali, les 46 soldats, là, nous on avait une position, on a dit, tout conflit se négocie dans la discrétion et par le dialogue et la diplomatie. Tout conflit. J'ai vu que quelqu'un a posé la question au RADP, ils ont répondu, ils ont mal fait. Ce n'est pas une affaire de parti politique. C'est le porte-parole du gouvernement qui doit prendre position pour nous tous. Voilà. Quand il y a un problème d'État à État, ce n'est plus une affaire de parti politique. Nous sommes tous solidaires des actes que nos dirigeants prennent pour nous. Je l'ai dit ici que nous, on est PDCI-RDA, on est responsable et on assume les choix que nos pays ont fait. Maintenant, si les conséquences sont mauvaises, nous de l'opposition, on va en parler. C'est un chef d'État qui a parlé. Paralysie de forme, c'est notre chef qui va passer, soit le président, le vice-président, le premier ministre ou le porte-parole du gouvernement. Mais nous, on ne va pas venir se mettre ici comme ça et puis on parle. Est-ce qu'on connaît le contour de cette affaire-là? Mais ce que nous pouvons demander à notre parti, notre pays, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en dehors du Ghana, on a pratiquement des problèmes plus ou moins avec tous nos voisins. Et ça, le président Houphouët-Boigny dit qu'on ne peut pas être un oasis dans le désert. Quand on veut être un oasis dans le désert, c'est le désert qui finit par nous étouffer. Donc, on n'a qu'à faire un effort pour continuer les négociations, la diplomatie. Les déclarations tapageuses n'arrangent pas. Souvent, je vois sur des chaînes de télévision des soi-disant experts qui viennent dire des choses
qui n'arrange pas notre pays. Il faut faire très attention concernant les relations entre États. On dit le président Thiam est sénégalais. Mais est-ce que ces Sénégalais-là, c'est une sous-classe? Les Sénégalais, il y a certains Sénégalais qui m'ont appelé en France pour dire, quand il avait dit, mais on dit Sénégalais, est-ce que Sénégalais, c'est pas homme? Donc ça commence déjà à prendre une autre dimension de mépris. Si tu dis qu'il est étranger, il faut dire qu'il est étranger. Est-ce que Sénégalais, ce n'est pas une ethnie et ce n'est pas une nationalité? Ils ont aussi remporté la coupe. D'ailleurs, ils ont une démocratie plus affinée que la nôtre. Peut-être qu'il faut qu'on y fait attention. Donc, faisons attention à ce que nous disons concernant les relations avec nos pays. Justement, ils ont instrumentalisé nos relations avec le Burkina Faso en son temps pour dire qu'on était contre les gens, on ne voulait pas qu'ils aient la terre. Et c'est là-bas que les gens sont allés s'organiser pour venir attaquer le pays. Faisons attention. Nous, au PDCI-RDA, on fait confiance à notre gouvernement, à notre chef, au chef de l'État, de faire en sorte que les rapports soient améliorés entre nos voisins. Parce que c'est important. Et le président Thiam l'a dit dans cette salle, dans un des volets, la paix et la sécurité. La paix à l'intérieur, la paix avec nos voisins, la paix dans le monde. C'est le credo du PDCI-RDA. Donc, ce dossier-là, il faut le traiter avec beaucoup plus de discrétion, de diplomatie et engager le dialogue, même s'il est souterrain. Voilà, il n'y a pas autre moyen. Donc nous, on n'a pas assez pour nous là-dessus, contrairement à des gens du RADP qui pensent que c'est un parti-État, donc ils peuvent en parler. Nous, on n'est pas parti-État. Merci beaucoup. Je voulais faire une remarque à Jeune Afrique. Quand vous sortez vos chiffres, venez aux sources. Tout dernièrement, Jeune Afrique a dit que 45% des électeurs étaient du Nord. Vous savez, c'est comme ça que vous commencez les choses, et puis après, il y a des problèmes. Un journaliste, il doit d'abord avoir les informations vraies. Il peut faire ses commentaires. Moi, j'ai appelé un de vos correspondants. Ils ont dit qu'ils vont me revenir, ils ne sont plus me revenus. Mais Dieu merci, vous avez corrigé. Faites attention, on passe une période très sensible. Donc, faut pas... Alors, ils nous ont dit, qu'est-ce qu'on peut tirer des leçons? Mais on ne tire pas des leçons pour le moment, puisqu'on a 14 districts. Et puis 15e, pour le moment, on a fait la première. La première étape, elle a été bien. Mobilisation. Ce que nous avions proposé au président, il a fait. Et ce que nous avons constaté ici sur le terrain, c'est ce qu'on a vu là-bas. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que le dernier document diagnostique du PND que nous avons analysé à l'Assemblée nationale, moi, Brédoumi, là, je l'ai regardé de A à Z. J'ai même fait des corrections. Ce document, en venant, on nous avait donné le document un vendredi comme aujourd'hui. Et puis on dit le mardi, il fallait le soutenir. Le PDCI-RDA, mardi matin, dit, nous on n'assiste pas à cela. Parce que c'est un document aussi important de planification. Il faut qu'on ait suffisamment le temps de le regarder. Et je voudrais féliciter Mme Kaba Nialé, ministre. Elle a compris. Elle a dit, je suis d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, venez, comme vous avez prévu venir mardi, venez me faire, on fait ça une séance d'information parlementaire et donne-nous un temps pour le lire. Et quand je l'ai lu, quand on l'a lu, on a fait des remarques. Allez même souvent même sur des calculs. Souvent, d'autres sont en tableur, d'autres ne sont pas en tableur, il y a des autres. On a tout corrigé, on a donné. Mais on a laissé l'essence qu'ils ont fait. Mais le document diagnostic du PND, dans sa cartographie qu'il a présentée, indique que de la zone de Bafing jusqu'à la Nawa, on a 68% de taux de pauvreté. Allez-y, regardez. Quand j'ai dit mes chiffres, souvent les gens pensent, regardez ça. Ça dit qu'on est parti dans une zone où le taux de pauvreté est largement au-dessus de la moyenne. C'est la zone où elle est moins, comment on appelle ça, communalisée. C'est la zone qui est pourtant productrice de café, de cacao, de VA, de palmiers, qui fait front à la mer par San Pedro et qui est le deuxième pont. C'est une zone où, en dehors des voies principales, c'est difficile d'avoir des choses. Des grosses agglomérations n'ont pas d'accès. Nous, on l'a ici. Et le président l'a constaté. Les gens pensent que c'est le meeting là, le président a parlé. Avant ça, on était là-bas. Le président a reçu les paysans, les groupements d'extraction sont venus. On est resté jusqu'à 2 h du matin en train de les écouter. C'est eux qui ont exposé leurs problèmes. Donc, un parti qui veut venir au pouvoir doit avoir la réalité du terrain. Et nous avons eu la réalité du terrain, qui n'a pas différé de ce que nous pensions, de ce que nous savons.
puisque nous aussi, on a des hommes sur le terrain. Donc voilà la première chose. Maintenant, après ça, il y a eu le cas de Iré. Voyez-vous, c'est dans cette salle, même salle, en juin 2018, qu'on a fait un bureau politique, où on disait qu'on n'allait pas aller au RHDP. Il y a des gens qui sont partis au RHDP. Là, les gens ont applaudi là-bas. Hein. Mais comment se fait-il que d'autres quittent là-bas pour venir et ça devient un tollé? Sous le PDCI RDA, on nous donne toujours raison. Le président Bédi avait fait une loi pour dire si vous êtes élu sous la bannière du RDA et que vous partez au PDCI, vous laissez votre mandat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être plus RDA. Vous ne pouvez pas dire que non, j'envoie ça ici. Mais les nouvelles dispositions qui ont été faites après nous ont modifié ça. C'est-à-dire que chacun est libre. C'est pourquoi il y a des indépendants. Quand il y a les indépendants là, le peuple t'a élu comme indépendant, ça veut dire que tu ne dois pas être dans un parti politique. Quand ils vont chez eux là-bas, ils sont contents, non? Pourquoi ils ne disent pas non, non, comme tu es indépendant, il ne faut pas venir ici? Non. Donc je pense que si la classe politique estime qu'il faut respecter le choix du peuple, alors prenons des dispositions pour encadrer. Sinon, si ce n'est pas encadré, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on n'a pas de problème à cela. Alors, le maire a viré. Mais pourquoi le maire a viré puis on veut l'empêcher avec des machines? On a même trouvé même des pistolets. Voyez-vous, c'est ce qu'il parlait là. C'est la rébellion. C'est la rébellion. C'est la rébellion. On va aller à une réunion avec des pistolets. Ça, il n'y a qu'au RDR qu'on peut voir ça. Et on n'en parle pas. Et au lieu de parler de ça là, ces tribalistes vont parler. Est-ce que d'autres vont venir? Moi, je connais déjà 3 députés, je ne parle pas des maires, qui m'ont appelé et dit Brenmu, ouvre les oreilles. Très bientôt, nous, on va venir. On est fatigués. 3. Je ne parle pas des maires et des députés. Hier même, il y a un qui m'a appelé. Il dit, ce n'est pas un député, c'est un ancien député. 4. Il a dit, approchons vers 2025. Comme ça, les risques seront minimisés. Approchons vers 2025. C'est tout cela qui fait qu'on veut dire qu'il y a le tribalisme là. Donc, il y a d'autres qui vont venir. Et comme ils ont montré leur stratégie, eux aussi vont prendre leur stratégie. Approchons 2025. On va voir ça ici. C'est pas moi. Moi, de toute façon, je n'ai jamais changé de parti politique. Je suis là, PDCI, RDA. Ils savent qui je suis. Ils savent comment je suis resté. Ils savent qu'est-ce qu'ils m'ont promis et que j'ai refusé. Ça, là, c'est du passé. Mais je reste PDCI, je suis là. Voilà, donc on avance. Et comme maintenant que je vois que les choses vont bien se passer là, ce n'est pas en ce moment-là que je vais aller. Surtout que eux, si demain, par extraordinaire, et je touche bois, que je ne m'en jamais, que je dis que je suis RDA là, mais toute la toile, le pays là, ils vont chanter, ils vont même m'accueillir là-bas, mais je n'irai pas là-bas. C'est eux qui doivent venir. Alors le PPAC l'appelle. Vous savez, le PDCI RDA est un parti constant, qui a des principes. Quand le président Gbagbo est venu de l'exil, de la prison, il a été reçu par le président Bédié à Daoukro. Et avant ça, le président Bédié avait dit qu'on créait un groupement non idéologique de tous ceux qui sont à l'opposition pour pouvoir aller. Hein. Donc ça, nous, on a été les premiers à en parler. Le président Bédié en avait parlé. Et donc, nous, ce n'est pas nouveau. Mais au PDCI RDA, on a une façon de gérer les affaires. Nous, on ne vient pas en public pour dire nos choses. On travaille à la discrétion. On a une commission qui a été mise en place, qui suit. Et on a même un secrétaire exécutif chargé des relations avec les autres partis politiques. Et on travaille dans ce cadre-là. Et c'est quand on doit tout boucler qu'on en parle. Le président Houphouët-Boigny disait que le lion, roi de la forêt, quand il est en train de guetter une proie, même quand les moucherons viennent là, il ne bouge pas. Quand on entend rougir, c'est qu'il a eu la proie. Donc nous, on en parle là, quand on aura eu suffisamment d'avancées, on va dire on avait telle personne. Le président Kiam a reçu beaucoup de dirigeants du parti politique ici. Il allait voir le président Gbagbo à Mama. Donc nous, on a une démarche beaucoup plus discrète, beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus propre à nous, PDCI RDA. Au moment venu, quand on aura eu l'accord, on viendra faire une grande déclaration pour dire voilà ce qu'on a eu et les autres venaient. Mais je pense aussi que chez nous, au village, on dit toujours, quand tu veux aimer quelqu'un, il faut l'aimer doucement. Quand tu veux haïr quelqu'un, il faut l'haïr doucement. Tu ne sais pas le jour où il va devenir ton ami encore. Quand tu l'aimes, il faut l'aimer doucement. Tu ne sais pas le jour où il va devenir ton ennemi.
Donc aujourd'hui, là, nous, on a vécu beaucoup d'expériences, à tel point qu'on prend le temps de regarder, d'observer, avant de poser le prochain pas, comme le pas du caméléon. Merci beaucoup. Donc on verra bien. Et ce domaine-là, c'est un domaine qui est réservé au président du parti. Quand il aura pris position, il me dira et je vais vous le dire. Maintenant, la cérémonie d'excellence. Vous voyez, oui, j'ai suivi ça avec un peu d'agacement parce que moi, il y a 2 de mes enfants qui sont caïmans. 2 de mes enfants qui sont caïmans. Il y en a 3 chez moi à la maison. Il y a 2 maisons qui sont caïmans. C'est-à-dire qu'ils ont fait le lycée classique, qu'on appelle caïman. En général, quand vous êtes dans une génération, vous ne vous attaquez pas en public. S'il y a un problème, vous le réglez. C'est la première règle même de promotion. C'est pas ça? Quand on est dans une promotion, quand il y a un malheur, ça touche tout le monde. Quand il a un bonheur, ça touche tout le monde. Moi, je pense même que c'est les gens du lycée classique qui devaient être les premiers même à se réjouir de ce que pour la première fois, ils ont quelqu'un à la tête du PDC qui vient là-bas. Et ils ont eu un président de la République, vous ne savez pas que Gbagbo est un caïman. Le président Gbagbo, il est du lycée classique. Donc peut-être que le lycée classique va devenir le lycée qui fabrique des présidents. Donc ils doivent être heureux. S'il y a un problème, moi à mon avis, je pense qu'il devait saisir le président de l'amicale des anciens du lycée classique pour régler à ce niveau. Mais tel que je connais mon président, le président qui ne peut pas s'élever comme ça, comme un intrus à le faire que je ne veux pas. Il ne fera pas ça, il a été suffisamment bien élevé. Que ce soit une récupération politique. Un politicien, même quand il est dans son lit, il fait la politique. Ah oui. Chez nous au village, on dit, tu ne peux pas aimer le féticheur et détester le kaolin. Oui. Pour ceux qui connaissent les féticheurs là, c'est avec le kaolin, il faut le truc. Non, si tu n'aimes pas le féticheur, si tu peux pas, tu l'aimes, tu ne peux pas détester le kaolin. Quand tu as quelqu'un qui est politicien, comme moi, Bredumi là, il y a des gens qui sont venus me voir avant-hier, ils ont dit non, je ne veux pas aller parce que tu ne peux pas dissocier Bredumi politicien du Bredumi, ce n'est pas possible. Donc, on va vous trouver quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où Kiam va quelque part, il y a un élan politique. On ne peut pas le nier. Si c'était Kafana qui était venu là, il allait avoir un élan politique. Mais, aux gens de savoir distinguer la chose, le président Kiam est parti là-bas pour célébrer l'excellence, qui est un de ses credos. Et il est parti donner des prix qui portent le nom de sa maman, Marietou. Les meilleurs. Donc voilà l'objectif. Pour dire, procédons, continuons d'être un lycée d'excellence. Un lycée d'excellence. Et voilà le modèle que le lycée classique a produit. Il a produit le ministre de la Recherche scientifique, de l'enseignement supérieur. C'est un modèle, qu'on le veuille ou non, c'est un mathématicien. Il a produit Kiam, il a produit 2 personnes. Il faut que cette idée de promotion, et le président Houphouët-Boigny nous a enseigné, tout est d'exemple et de modèles. Tout est d'exemple et de modèles, il faut qu'il a dit. C'est un modèle. Nous devons faire en sorte que, quand il est rentré dans la salle, moi j'étais quelque part, quelqu'un m'a dit, ah, votre président est là. Mais j'ai vu comment les enfants applaudissent. Ils sont contents. Un ancien, un major de promotion en Polytechnique, en France, qui, comme Dieu a voulu, il soit du lycée classique d'Abidjan. Regardez les classements des dernièrement des lycées. Il y a le lycée classique qui est parmi eux, le lycée Sainte-Marie, MPT, et puis le lycée scientifique. À part ça, c'est les lycées privés qui viennent. Nos lycées généraux là en dehors là, sont loin, loin, loin. Ça veut dire qu'il faut promouvoir cela. Donc je pense que notre avis, c'est que ce n'est pas tout qu'il faut politiser. Il faut tirer ce qui est bon dedans. Il n'est pas parti pour faire la politique. La plupart d'eux-mêmes ne sont même pas encore inscrits sur la liste électorale. Donc, s'ils veulent le faire, on les voit ici. Ils sont tous venus ici s'inscrire. Je vous parler de 19 000 et quelques qui sont inscrits dans l'espace de commun. Ce sont les jeunes qui viennent. On ne les force pas. Voilà, donc c'est pas... Le moment venu va faire campagne. Mais son nom seul fait campagne. C'est ça qui effraie les gens. Merci beaucoup. Voilà. Voilà les 5 premières questions.
ce qui a permis à la colonisation de s'implanter, c'est la cooptation de l'esprit des chefs. Dans certains endroits, c'est les chefs même qui ont contribué. Et quand on appelle des cantons, là. Cantons, ça n'existe pas dans ce pays, c'est les colons qui ont créé ça. Mais les royaumes, eux, ils ont existé. Quand on parle du royaume des Ndénié, ils ont leur modalité de succession. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes? C'est le cadre politique. C'est le cadre. Il ne faut pas qu'on se le cache. Qui veulent forcément tordre la loi pour qu'on dise que non, moi je le domine. Parce que le chef est un canal par lequel on peut atteindre les gens selon son influence. C'est tout. Sinon, la tradition, personne n'a contesté la tradition. Personne n'a contesté la tradition. Pourquoi certains journaux saluent tel chef et quand d'autres journaux saluent un autre, c'est un problème. C'est la division, c'est la bataille politique qui s'est transformée dans la tradition et ils veulent détruire la tradition. Un pouvoir qui veut détruire la tradition, c'est pour empêcher la tradition d'être forte, de pouvoir s'imposer en tant que chef. C'est ça. On le voit. Quand les politiciens font campagne, ils vont voir le chef dans la chambre, on lui laisse des enveloppes. On connaît ça. Il faut qu'on arrête. Ça va déstructurer nos sociétés et ça va rendre la cohésion difficile. Le PDCI-RDA estime que c'est un problème de tradition. Il faut laisser les gens régler et ce qu'ils vont trouver. Chez nous, au village, on dit toute personne qui marie ta maman, c'est ton père. Tu ne décides pas qui va être le mari de ta maman si ton papa est mort. Elle décide, elle dit que voilà mon mari. Si elle a décidé là, c'est ton papa. Tu ne veux pas réunir ta maman pour ça. Donc je pense que nous, PDCI-RDA, on ne s'est pas mêlé. Les cadres qui sont partis là-bas, c'est des cadres qui sont partis avec leur tête, leur identité de Baoulé. C'est un Pateba qui disait que les personnes de la personne sont multiples dans la personne. Moi, Bredumi, là, tu vas me retrouver dans une mosquée. Je suis musulman, mais la mosquée n'est pas musulmane, n'est pas PDCI. Tu vas me retrouver dans une association de mon village. Mais tout le monde n'est pas PDCI. Ils sont venus me voir avant-hier pour dire qu'ils veulent prendre parrain. C'est un cadre du RHDP. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas, on est des Ivoiriens. Mais s'ils pensent qu'en allant dans mon village, il va me convaincre, il n'a qu'à aller au ciel pour revenir. Il n'y a pas de problème. Quand on se réunit là, même dans ma propre famille, il y a des gens qui ne sont pas PDCI, il y a des gens qui sont musulmans, d'autres sont chrétiens. Mais moi là, qui suis là aujourd'hui là, je suis né d'un village en Nakuru. Le Yu ne serait pas là. C'est un Sanogo qui sera mon héritier là, un Sanogo. Ce n'est pas bien de cinéma Djali. Vous avez dit, il veut faire comme au fouet. Non, c'est la réalité. Donc c'est le problème de tradition, parce que la tradition dit que chez nous, les Akans, c'est les neveux, les enfants de ta soeur qui sont tes héritiers. C'est pas ça? C'est ça. Si ta soeur a marié quelqu'un qui vient de l'Ouest, chez nous là, on ne compte pas son papa. C'est son côté maman là. S'il a marié quelqu'un de Touba, il n'y a pas ça. Il vient à la maison. C'est la force de la tradition Akan. Et beaucoup de traditions. Les Sonifo aussi sont pareils. Parce que moi, j'ai vécu longtemps avec les Sonifo. Ils sont matriarcats. Donc, pourquoi nos parents nous disent, on est sûr que ma fille qui est là, qui a fait un enfant, je suis sûr que ça vient d'elle. Mais nous, les hommes là, c'est des papillons. Donc, bon. Donc, il faut laisser la tradition se faire. Tant qu'on ne l'a pas exaucée. Que si la tradition se fait, mais le problème c'est qu'on veut tordre la main à la tradition. Donc moi je pense que PDCI-RDA, les cadres du PDCI sont là-bas en tant que Baoulé, pas en tant que PDCI-RDA. Ça il faut que ce soit clair. Maintenant, le problème de la dette, ça sert, ça fait des routes. Mais moi je suis à l'Assemblée, je vote le budget. Je suis de la Commission des affaires économiques et financières. Si c'est pour faire des routes et les faire dans le désert, ça n'a aucun impact sur les zones. Pourquoi on ne va pas faire des routes dans le désert là-bas? On veut que les investissements aient un impact sur l'homme. Un politicien, son premier objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie de l'homme, de sa population. Et ça se mesure comment? Le niveau d'éducation, le niveau de santé, le niveau de... C'est ça. Nous disons qu'on a mobilisé 100 000, 365 000 milliards sur les 12 ans.
et qu'encore il y a 4 Ivoiriens sur 5, sur 10 qui sont pauvres. Vrai ou faux? Nous disons que l'indice de développement humain qui paie encore l'éducation, la santé et les conditions de vie, nous dégringolons. Et que cette dette-là, le RDL l'avait estimé d'extraordinaire, d'invivable à 6 000 milliards. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et aujourd'hui, on a 30 000 milliards. Est-ce que 30 000 milliards, c'est vivable? Comment on paye ça? Alors que chaque année, on ne voit pas la dette, le déficit budgétaire se réduire. Le déficit budgétaire continue entre 3 000 et 5 000 milliards. Qui va payer? Est-ce qu'ils peuvent nous garantir que d'ici 2025, ils vont payer les 30 000 milliards? C'est ça. Comment on l'investit pour créer de la richesse? Je viens de vous parler du cas de l'industrie de coton à Boaké. Si on est en train de détruire ça, comment on peut créer de la richesse? C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons, nous disons rien. Nous ne disons pas qu'il ne fallait pas créer. On ne peut pas construire un pays uniquement que par la dette extérieure. Et cette dette extérieure, elle est beaucoup plus. 90% de notre dette est dans les monnaies hors de nous. C'est-à-dire que dès qu'il y a une variation, ça ajuste notre capacité à payer. Voilà ce qu'on dit. Touchons du bois si demain on dit, avec tous ces troubles qui sont en train de créer au sein de l'UEMOA, au sein de l'euro, et que demain on dit qu'il y a une dévaluation, ou il y a un truc, quelque chose qui change la monnaie, comment nous allons faire? On va se trouver cette dette-là, multipliée mécaniquement, alors qu'on n'y est pour rien. Voilà ce que nous reprochons. Et mon ami de l'AIP, nous, notre rôle, c'est ça. Hein. Notre rôle de l'opposition, c'est de critiquer et de faire des propositions. Nous, on vient là. On va créer. Le président qui m'a donné un exemple sur le 3e pont, en disant que c'est avec les fonds de l'armée qu'il a bouclé les yeux. Là-bas, il n'y a pas de chantage. Il n'y a pas de chantage. Vous savez que les députés PDCI RDA ont sauvé ce pays-là avec beaucoup d'analyse. Quand la loi déviation, comment on appelle ça, comme on a tendance sur l'homosexualité, c'est nous qui avons relevé ça. Et je félicite nos collègues de l'RHB qui nous ont suivis. Sinon, on aurait voté mécaniquement. C'était caché dans le truc. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. Ce n'est pas une proposition de loi, c'est un projet de loi. C'est venu de l'exécutif. Mais aujourd'hui, j'étais dans une mosquée il n'y a pas longtemps. L'imam m'a dit qu'il faut féliciter le président de la République. C'est grâce à lui qu'on n'a pas eu cette loi-là. J'étais assis là. J'ai prié puis je suis parti. Voilà. Mais Dieu lui sait qui lui sa vie. Voilà. Donc, moi je pense que la dette, elle est quand même pesante. Elle est pesante. Elle est pesante. Même quand vous êtes riche, que vous êtes en votre dette en train de s'accroître, vous devez vous inquiéter. Nous nous inquiétons du taux. On a multiplié par 600% notre dette. C'est quand même inquiétant. Et à nous de sonner l'alarme. Si on ne le fait pas, les autres ne peuvent pas le faire. Donc c'est inquiétant. Il faut ralentir. Il faut qu'on investisse dans le secteur. Voyez-vous, moi je suis parti tout dernièrement à l'intérieur du pays. J'ai vu l'effet des péages. Les péages. On avait installé un premier péage à la sortie d'Abidjan et puis un deuxième à Saint-Grobo. On payait 1250 parce qu'on disait que de là-bas jusqu'au nord, on ne paye rien, à Gou, on ne paye rien, donc il fallait payer tout là. Mais aujourd'hui, on a mis péage partout, mais là, ça n'a pas changé. Monsieur Amédée doit nous dire pourquoi on paye tout 1250 à la sortie ici et 1250 à Saint-Grobo. Hein, pourquoi? Pendant qu'on a étendu ça, il faut diminuer en bas ici. Et puis, quel est le montant global des recettes de ces péages-là? Comme il est allé à Soubré, il dit qu'il a allé quelque part pour dire qu'il s'en fout de IDH. Mais voilà comment IDH agit. Il n'a qu'à nous faire le point. Et tout cela, ça agit. Les péages. Il y en a, on ne se plaint pas. Mais on n'a qu'à nous dire comment on utilise. Déjà, quand on paye l'essence, il y a une contribution pour l'entretien routier dans le barème de l'essence. En même temps, on a les péages. Nous, on est de l'Est. On a installé un à côté de Carrefour d'Aboville. On va installer bientôt, jusqu'à ça va arriver là-bas.
Et puis il faut que les péages, il faut que ça couvre tout le pays, si tout le monde doit payer. Il ne faut pas que ça couvre une partie et que ça laisse une partie. Ça aussi, bon, moi j'ai mon héritier qui vient de là-bas, il ne peut pas trop parler, sinon il va raccourcir ma vie. Mais ça aussi c'est la vérité. Hein? Bon, donc la dette, oui, mais une dette qui permet de créer la richesse pour rembourser cette dette-là. Si vous prenez la dette, une partie de la dette est partie dans le fonctionnement. Ça aussi, on l'a dit à l'Assemblée. Si vous allez prendre crédit à NCA Banque, et puis après vous prenez pour aller dans le maquis, mais après vous avez des problèmes. Par rapport à celui qui on a dit on a donné 1 milliard par jour à des gens. Ça aussi, il faut qu'il nous fasse. Ça, c'est notre partie de notre dette. Hein. C'est 1 milliard par jour. 1 milliard par jour. On ne fait pas compte rendu. On va dire non, on va prendre des gens, on interroge, mais ça réduit la pauvreté de combien? Ça crée de l'emploi pour combien de personnes? C'est de ça qu'on parle. Si on avait donné ces milliards par jour à la Promac, comme on appelle le truc des VL, ils allaient créer peut-être 1 million, 2 millions d'emplois en faisant 10 hectares pour un groupement. Et puis ils vont avoir des seigneurs, des collecteurs, ça va prendre d'argent. Mais on a dilapidé ça, on ne sait pas où c'est. On n'en parle pas. On a donné même de l'argent à un couturier ou un coiffeur, c'est pas moi. Et puis après on vient, on dit non, qu'il faut nous aider à le rechercher. Non, il faut quand même soigner. C'est de ça qu'on parle. Tout ça, c'est la dette. On dit non, il y a dysfonctionnement, et puis on t'enlève. Et puis tu t'en vas t'asseoir, et puis tu rumines comme un zébu. Voilà. Tout ça, c'est la dette. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit. Si tu as demandé crédit, prends pour investir quelque part qui va te permettre de rembourser ton crédit et de sortir des demandes de crédit. Voilà. Vous savez, chez nous au village, on dit quand ton chemin de demain est perdu, tu peux reconnaître au moins le chemin de derrière. Tu pars quelque part, c'est perdu. Ils n'ont qu'à venir. Vous savez, moi je suis né d'une mère qui a fait 13 enfants. Ma maman a fait 13 enfants. À mon papa. 13, je suis 10e. Et chez les Akans, les 10e là, on se méfie d'eux. Pour dire comme ça. Donc, en général, quand tu as désobéi à ton papa, tu as fait chose, il te pardonne, hein, mais il y a des missions qu'il ne peut plus te confier. Il y a des missions que la maman ne peut plus te confier. Moi, maman, on était beaucoup de garçons, il y avait très peu de filles. Les filles étaient les premières, elles sont parties. Donc nous, on lavait les assiettes, on faisait ça, la lessive, on pilait pour elles. Moi, il fait sauce graine, sauce... Comment il fait tout. Voilà. Même quand maman est là, qu'on va à l'école, on vient à midi, là, c'est nous-mêmes, on vient faire à manger. Maman dit, vous n'avez pas de petites sœurs, donc débrouillez-vous. Ça pose des problèmes, quand on est dans le foyer, quand on marie nos femmes, elles n'aiment pas qu'on fasse le plat parce que souvent, on devient plus excellent qu'elles. Enfin, bref. Mais, donc, la confiance, là, elle s'entretient. C'est pourquoi, quand vous allez payer une facture, un truc d'assurance, on vous laisse un temps avant de en bénéficier. Nous, on les accueille tous. Mais on va avoir un œil quand même sur eux. Et puis voilà. Mais ils sont les bienvenus. Ils sont partis, ils ont vu. Il n'y a pas meilleur comportement de reconnaître son erreur. S'ils ont reconnu leur erreur, ils viennent. Je vous ai dit qu'il y a plein qui m'appellent. Ils disent, Bredouми, apprêtez-vous. 2025 approche. Comme on connaît leur stratégie, on sait comment on va. Ils vont se retrouver ici peut-être à 50 pour dire, voilà, on est venu. Voilà. C'est d'ici, ils sont partis, non? Mais ici, ils vont revenir. Nous, on est là, on les accueille. C'est des Ivoiriens. Nous sommes le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du Rassemblement démocratique africain. Si nous voulons faire un rassemblement démocratique au niveau de l'Afrique, ce n'est pas un rassemblement démocratique au niveau de la Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas le faire. Voilà. Ils n'ont qu'à venir, on va les gérer, on va travailler. Et puis, plus la moisson est grande, plus le partage est facile. Plus le partage est facile. Chacun selon sa contribution. Donc, nous, on n'a pas de problème avec ça, ils n'ont qu'à venir. Nous avons un président qui a ouvert la main à tout le monde. Moi, en tant que porte-parole, je ne fais qu'appuyer. Il n'y a aucun problème à cela. Ils n'ont qu'à venir, ils vont nous dire ce qui s'est passé là-bas.
Maintenant, l'avant-dernière question, c'est le suivi. Dans toute entreprise, il y a ce qu'on appelle un audit interne. Toute entreprise, pour qu'elle marche, il faut un audit interne. Donc nous avons un audit interne. C'est parce qu'on va auditer qu'on va dire non, on va sélectionner. On tire les leçons de ce qui se passe. Nous allons partir aux élections. Nous avons besoin de savoir avec quels soldats on va. Est-ce que les soldats sont en œuvre? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont... On va réagir. On n'est pas là pour sanctionner ou punir quelqu'un ou pour vilipender quelqu'un. C'est pour améliorer le dispositif pour qu'on aille gagner. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Donc il ne faut pas que les gens aient peur. Moi-même, je suis délégué, ils vont m'auditionner. Peut-être ils vont dire, voilà, Pépé, tu es trop pris à Abidjan, il faut qu'on te trouve un adjoint, ou bien voilà comment on va t'aider. Tout ça là, ils peuvent le faire. Actuellement, mes collègues députés sont sur le terrain, mais moi, je suis à Abidjan pour gérer le parti. Ça aussi. Mais heureusement que ma publicité fait que quand ils vont là-bas pour me détruire, on dit non, lui, ce qu'il a fait à Abidjan, c'est mieux. Voilà. C'est comme ça. Donc, on va regarder tout ça là, et puis on va ajuster. C'est pour vraiment faire des ajustements, ce n'est pas pour sanctionner des gens pour les poursuivre. Autre chose, M. Billon. J'étais en France, on m'a posé cette question. Mais M. Billon n'est pas à sa première expression de vouloir être candidat. Il a fait du vin du président Bédié. Vrai ou faux? Il a fait du président Bédié. Et puis, nous sommes le seul parti en Côte d'Ivoire pour le moment où les postes à ce niveau-là sont concurrentiels. À part le président Oufoué, c'est là, nous, le président Bédié a été contesté en termes électoraux, je vais dire, par Fologo, par Madi, par beaucoup de gens. Mais il a toujours accepté d'aller en compétition et après, il ne s'est pas chassé, ils étaient à ses côtés. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas aller prendre son chef, on vient là, on l'applaudit et puis on dit, ça c'est pas du oufoutisme. Donc, M. Billon est en droit de vouloir être candidat à la convention. Ça, c'est son droit. Et nos tests le prévoient. Et nous allons aller à la convention. Soyez rassurés. Le président du parti a dit qu'on ira à la convention pour choisir notre candidat à la présidence de la République. Clair et net. Donc, faut pas que... Mais par contre, dans un groupe, il faut respecter les règles. Il faut être fair play. Une fois qu'on sortira de la convention, tout le monde doit se mettre dans le rang. Pour le moment, on est allé au congrès, c'est Tidjane Thiam qui est le président. Donnons-lui l'attribut de président, aidons-le à ressortir le parti et on va aller à la convention. Si les militants participant à la convention estiment que c'est lui qui doit nous conduire pour la compétition de la présidence de la République, de grâce, donnons-nous toutes les chances et contribuons à son succès. Si c'est quelqu'un d'autre aussi, de grâce, on n'a qu'à le faire. Et ce n'est pas sur la place publique qu'on fait ces batailles, on fait des trucs, ça ne va pas arranger. Il ne faut pas que cela soit l'objet de ce. D'ailleurs, ça ne fait que renforcer la démocratie en interne. Ce n'est pas la première fois qu'on fait une démocratie en interne. Avant, les députés étaient élus à l'Assemblée nationale sur une liste unique. Avant 1980. En 80, quand on sortit du Congrès, le président Oufoué a dit qu'il y a suffisamment de cadres dans les régions. En choisissant, on a tué des erreurs. Laissons les parents choisir. On appelle ça les multiples candidatures au sein du parti. C'est comme ça. On a créé notre démocratie en interne. 60% des élus avaient été éliminés. On a renouvelé en 1980. C'est là que le président Bédié s'est fait élire député. Il est devenu président de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes habitués à cela. Nous sommes habitués aux élections. Allons avec un tempérament bon, avec le bon langage. Allons à la convention, on va choisir. Puis qu'on choisit, on va aller. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir un candidat. Je l'ai dit une fois, dans un des journaux, là, du vivant du président Bédié, que le PDCI-RDA n'est pas à la recherche des candidats, puisqu'il y en a suffisamment. Le PDCI-RDA est à la recherche d'un candidat qui peut nous faire gagner les présidentielles. C'est ça, la nuance. Aujourd'hui, quel est le candidat? Les militants doivent savoir quel est le candidat qui peut nous faire gagner les présidentielles. C'est la question que les Ivoiriens, les militants doivent dire. Si c'est Tartampion, on prend ce Tartampion. Moi, après 2000, là, je ne suis pas candidat. Qu'est-ce qui m'empêche d'être candidat? Pour tout ce que j'ai fait pour le parti. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, légitimement, il ne peut pas dire qu'il peut être candidat? Personne ne m'a dit le contraire. Mais j'estime qu'il y a d'autres personnes mieux placées pour nous faire gagner.
C'est pourquoi je me suis mis à la disposition de Thiam. Voilà. Le cas de Thiam, je ne vais pas tout dévoiler. Mais le président Bédi et moi, on en a discuté. Du moins, il m'avait donné des orientations sur ce qu'il voulait faire après le congrès. Mais il est mort. Mais Dieu là, quand il veut réaliser quelque chose là, mort ou vivant, il réalise. Dieu lui ne meurt pas. Voilà. Soyez disciplinés. Chez nous, on dit, quand tu ne veux pas porter le fils de ton frère, tu vas porter le fils d'un singe. Voilà. C'est notre frère à nous, celui qui sera élu, on n'a qu'à faire. Il faut féliciter le maire Yassé, Jean-Marc Yassé. Il a été candidat. Il n'a pas été élu, mais il est membre du secrétariat exécutif de Tidjane Thiam. Voilà. Il est membre du secrétariat exécutif de Tidjane Thiam. Il est maire de Cocody. Quand il a été... moi, je l'ai soutenu à la demande du président Bédié. Quand il a été élu, qu'il avait été... Les gens voulaient le tanguer. Je suis venu ici, au nom du parti, j'ai fait une déclaration fracassante. Le soutenir. À la demande c'était une vague un peu difficile. Le président Bédié était mort. Il pensait qu'il avait fait. Et le parti s'est mobilisé, les jeunes se sont mobilisés. Voilà. Mais je ne suis pas de la mairie de Cocody. Je ne vais même pas là-bas. Quand il y a eu le problème du plateau, où on voulait supprimer, vous avez vu ici, mais moi je ne marche pas au plateau. C'est le PDCI RDA qu'il faut défendre. Et je suis prêt à défendre n'importe qui sera choisi à la convention. Je m'engagerai pieds, doigts, orteils, tout joint pour battre sa campagne pour qu'il gagne. Parce que je suis fatigué de l'opposition. Moi je suis fatigué. Et nos enfants ne doivent pas trouver la situation dentaire avec des dettes, avec des inondations, avec des pollutions, avec des crédits, avec le tribalisme. On est fatigué de ça. Il faut qu'on vienne faire l'oufoutisme vrai. Vive le PDCI RDA, vive l'oufoutisme et vive la Côte d'Ivoire. RDA.